Vous voyez ces images de fêtes à Arcachon, de football à Strasbourg, de plages bondées à La Ciotat, de quais pris d'assaut dans la capitale à Paris. Qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que les Français ont envie de retrouver leur liberté, que les gens sont à saturation un petit peu et il y a un peu de compréhension par rapport à tout cela. Vous comprenez, mais est-ce Après, risqué ou pas ? sur le plan médical, moi je vais dire, je partage pas tout à fait votre avis sur le fait que le virus circule activement. Ah, moi je fais que citer la Direction Générale de la Santé, Oui. Je ne me permettrai pas. C'est écrit, voilà, noir sur blanc, tous les soirs dans le communiqué. Voilà. Vous pouvez dire que c'est un discours politique, mais c'est écrit, voilà. Oui. Et effectivement, c'est important de reprendre justement où on en est dans la courbe, dans les nouveaux cas déclarés, etc. Parce que c'est pas la sensation qu'on a sur le terrain. Même à Paris, j'ai interrogé beaucoup les médecins généralistes qui, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là, ne voient quasiment plus aucun cas. Même chose pour moi dans ma pratique, alors que j'en ai vu, même si je suis spécialiste, j'en ai vu effectivement pendant tout le pic de la crise. Donc je crois qu'on a du mal à avoir la réalité exactement de ce qui se passe. Peut-être parce qu'on n'a pas les chiffres, tout simplement. Oui, pour avoir les chiffres, déjà, il faudrait pouvoir tester correctement. Alors maintenant, on commence à effectivement pouvoir potentiellement tester correctement. Mais c'est vrai qu'on est encore loin des 700 000 tests comme objectif par semaine. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement les tests PCR dont on a besoin, sont des sérologies. Voilà, et ça me ravit d'entendre ce que vous dites, effectivement, parce qu'en tant qu'immunologiste, je sais très bien qu'on s'immunise. Et bien que l'OMS ait annoncé le contraire, qu'on n'allait pas pouvoir s'immuniser, etc., c'est une maladie parfaitement immunisante. En l'absence, vous l'avez dit, de données statistiques fiables, pour l'instant, est-ce que le principe de précaution ne doit pas prévaloir ? On doit être prudent, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont une telle restriction de liberté qu'ils n'ont pas toujours comprise, avec également des discours sur les traitements médicaux, puisque les médecins libéraux en particulier, qui étaient sur la première vague de l'épidémie et sur les premiers symptômes, en fait, se sont également fait une idée sur l'efficacité de certains traitements, ce qui est une vision totalement différente des patients qui sont arrivés en réanimation avec des formes compliquées. Justement, tous les débats qu'il y a eu également autour de ces traitements, de l'efficacité, fait que les gens sont un petit peu perdus. Même le corps médical, parfois, est perdu. Et on va parler de ces traitements parce qu'évidemment, c'est très important. En moins de 24 heures, 2 organismes, et pas des moindres, recommandent de ne plus en prescrire de la chloroquine contre le coronavirus. C'est l'un des traitements dont on parle le plus depuis quelques semaines. Le Haut Conseil de la Santé publique, l'Organisation mondiale de la santé doute de ses effets positifs contre le Covid-19. Il s'inquiète d'éventuels effets néfastes. Pour bien comprendre, Sandra Grandouin, d'abord, la chloroquine, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un médicament très connu en France, Thomas, très utilisé, de longue date déjà contre le paludisme, mais aussi contre la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. En France, il est commercialisé sous le nom de Plaquenil. Est-ce que ça marche contre le Covid-19 ? Alors, justement, la communauté scientifique est très clairement divisée sur ce sujet. L'étude publiée ce week-end par la revue médicale The Lancet a relancé le débat et elle est clairement défavorable à la molécule. Oui, c'est ma casquette de médecin peut-être qui va faire dire que premièrement, on utilise très régulièrement à 600 mg l'hydroxychloroquine pour les lupus et les polyarthrites rhumatoïdes. Premier point. Deuxième point, cette étude, elle n'est pas correcte à partir du moment où elle est faite à partir d'une base de données Vous parlez de l'étude du Lancet, publiée dans le Lancet. Oui, tout à fait. À partir d'une base de données de cardiologues, donc avec des patients qui sont extrêmement fragilisés sur le plan cardiaque. Pour vous, elle est foireuse, pour reprendre les mots du professeur Raoult. Raoult. Pas employer ce mot foireux, elle n'est pas honnête. Il va trop loin quand il emploie le mot foireux. Je pense qu'il en a un peu ras-le-bol, monsieur. Oui, par la casquette. Mais en même temps, il alimente aussi la polémique, en réagissant à chaque fois qu'une étude va à l'encontre de ses propres conclusions. On peut s'étonner quand même qu'on n'entende pas, par exemple, que les médecins, les cardiologues de l'IHU qui font... Parce que monsieur Raoult parle toujours
au nom de toute une équipe. Et c'est ça, il faut garder en tête quand même qu'il y a des dizaines de médecins derrière. Et moi, je les encouragerais un peu à prendre la parole aussi, parce que finalement... Mais c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour nous expliquer ce que vous pensez. De ces équipes, parce que tout est focalisé sur M. Raoult. Alors, cette étude, nous, on l'a réanalysée sur le plan statistique. Et en fait, le groupe contrôle et le groupe des patients traités n'est absolument pas comparable sur 12 paramètres, avec plus de comorbidité dans le groupe des patients traités, etc. Absolument pas. Mais bien sûr que si. Je peux, Non, mais on les a. On les a aussi. Non, Alors, on a entendu beaucoup de choses depuis ce week-end. Si on peut juste rester vraiment sur les chiffres de l'étude. Mais c'est justement essentiel. Les besoins en oxygène étaient les mêmes. Enfin, voilà. Ce sont les chiffres de l'étude. Si on peut regarder les résultats. Mais on les a aussi. Visiblement, tout le monde ne regarde pas les mêmes lignes. Oui. Dans les résultats... Oui, mais le groupe contrôle est strictement superposable au groupe traité. Ce qui est important, c'est de savoir lire une étude. Et croyez-moi, j'ai publié dans le Lancet dans le passé et dans plein d'endroits. Donc je sais analyser une étude, je sais faire des Ki-2 et des tests de student. Et si je réanalyse ce qui est donné, je peux vous dire qu'il y a 12 points sur lesquels les populations, si vous prenez la population traitée et la population non traitée, c'est pas comparable. Mais moi, ce que je vais vous donner comme information, c'est que on est extrêmement étonné que l'OMS et des directives en permanence extrêmement stressantes, analysent, fournissent des données, impulsent des injonctions au gouvernement. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, eh bien, les Anglais, qui mènent une très grosse étude qui s'appelle Recovery, ont reçu une sorte d'injonction, arrêtez Recovery, parce que justement, les données du Lancet font que... Qu'est-ce qu'ont fait les médecins? Ils ont fait une analyse intermédiaire sur, justement, la mortalité et les événements indésirables dans cette étude. Donc c'est quelque chose qui est encore confidentiel, mais que vous pouvez trouver sur le site de l'étude Recovery. Et ils ont dit, on n'arrête pas l'étude parce qu'il n'y a pas de surmortalité et il n'y a pas en analyse intermédiaire plus d'événements indésirables dans le groupe hydroxychloroquine. Donc ça, c'est très important que vous le regardiez aussi. Et quelque part, les médecins ont fait une déclaration d'honnêteté. Voilà, Ce qui est intéressant ici ce matin, et on peut peut-être extrapoler au débat qu'on a ici même depuis des semaines et des semaines, c'est que sur un traitement un produit qui est connu, en l'occurrence la chloroquine, développée dans différents traitements, qui est connu, qui est pas cher, qui est utilisé depuis des années, la communauté scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à savoir si ce traitement marche ou pas. J'aimerais qu'on aille faire un petit tour à Marseille, retrouver Jérémy Père qui est sur place pour nous. Vous vous souvenez peut-être des longues files d'attente devant l'IHU il y a quelques semaines, Jérémy? Est-ce qu'elles sont toujours là? J'ai ma réponse en vous regardant. Est-ce qu'elles sont toujours là ou est-ce que la fièvre est un peu retombée autour de l'Institut? Eh bien non, vous l'avez dit à Thomas, il n'y a strictement personne aujourd'hui, mais il faut dire évidemment que le contexte a changé par rapport à il y a 2 mois. Nous sommes dans un département vert, qu'il y a beaucoup moins de cas de Covid et surtout beaucoup moins de personnes qui pensent avoir des symptômes du Covid, parce que comme nous étions venus ici voir cette file d'attente assez impressionnante sur plusieurs centaines de mètres, il y avait 400 personnes par jour qui venaient ici devant cette IHU du professeur Raoult, parce que les tests étaient ouverts à quasiment tout le monde et les personnes venaient d'ailleurs de la région des Bouches-du-Rhône, mais même d'un peu plus loin, pour savoir s'ils avaient le Covid avec ces tests PCR, et 2, ensuite, eh bien, se faire prescrire le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine. Et c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours, surtout à la fin du mois de mars, il y avait 400 personnes par jour. Aujourd'hui, il n'y a strictement personne. Mais eh bien, le fait est que l'IHU et la PHM ont fait des dizaines de milliers de tests. Et sur son site internet, l'IHU du professeur Raoult explique qu'ils ont prescrit à plus de 3300 personnes ce traitement à base d'hydroxychloroquine. Et la case d'en dessous sur ce site internet, eh bien, c'est le nombre de décès. Et ils disent et ils expliquent qu'ils ont qu'à déplorer 18 décès ici à l'IHU de Marseille du professeur Raoult. L'hydroxychloroquine contre le Covid-19, est-ce que ça fonctionne? Et comment le savez-vous, quelle que soit votre réponse? Dans mon expérience de médecin de terrain, et qui a également partagé cette expérience avec de nombreux médecins libéraux qui ont traité avant
le décret qui a bloqué l'accès à l'hydroxychloroquine, nous avons effectivement de très bons résultats cliniques. Ce matin, un des médecins un médecin généraliste, nous avait envoyé un message sur le collectif Laissons les médecins prescrire, en mettant, pour information, j'ai présenté les premiers symptômes du Covid le 12 mars. Je me suis traitée par plaquenil azithromycine dès le 14 mars. Mais on aimerait crier avec justesse et douceur pour que ce soit entendu efficacement l'efficacité de ce traitement. Ça, c'est un médecin qui a aussi traité des patients. Beaucoup de médecins... Pour bien résumer, cet homme a été malade, il a pris le traitement, il a guéri. C'est un médecin généraliste et il a guéri rapidement. Est-il envisageable qu'il ait pu guérir sans avoir pris ce traitement? Alors, c'est envisageable, bien sûr, parce qu'il y a des guérisons spontanées, mais ce que l'on a observé dans l'étude que l'on a conduite, c'est que les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine plus azithromycine, et également dans un groupe azithromycine seul, on a une récupération extrêmement rapide puisque les gens non traités, dans le groupe non traité, l'évolution des symptômes c'était 25 jours, avec des gens également qui avaient des séquelles derrière, donc ça c'est très important. Et dans le groupe azithromycine seul, 12 jours pour récupérer et 9 jours dans le groupe azithromycine plus hydroxychloroquine. Donc c'est très important de ne pas évaluer non plus les traitements que sur l'aspect des décès, mais également sur la rapidité de la récupération, sur la diminution de la contagiosité, parce que quand vous voyez les études in vitro certes, mais surtout in vivo de la réduction de la charge virale, c'est très important, parce que quelqu'un qui n'a plus de charge virale circulante n'est plus contagieux. Pour vous donc, ce médicament, ce traitement est efficace pour traiter le Covid-19 en phase précoce, donc sous certaines conditions, on l'imagine avec certaines précautions, évidemment. Pourquoi est-ce que l'OMS interdirait ces études sur le Covid-19 liées à l'hydroxychloroquine? On se pose la question s'il n'y a pas des conflits d'intérêts. Sur un plateau, j'étais interviewée en même temps qu'une femme de l'OMS qui commençait à dire que les gens n'allaient pas pouvoir s'immuniser, qu'il allait falloir bénéficier des vaccins, etc. Et j'interpellais cette dame parce que je rappelle que le SARS-CoV-2, le virus, a été identifié qu'au mois de janvier. Et au mois d'avril, elle disait comme ça, les gens ne vont pas pouvoir s'immuniser, nous allons fabriquer un vaccin, etc. Il va même falloir revacciner les gens tous les ans parce qu'ils ne vont pas s'immuniser, les anticorps ne sont pas neutralisants, etc. Bon, moi, avec ma casquette d'immunologiste, premièrement, je lui dis, madame, le virus a été identifié en janvier, on est au mois d'avril. Comment pouvez-vous dire que les gens ne vont pas pouvoir s'immuniser? Premier point. Comment pouvez-vous dire que s'ils sont immunisés, ils vont perdre leur immunité, etc. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on observe en général en immunologie avec ce type de virus-là. Et bon, elle ne savait pas trop quoi répondre. Et ce que vous laissez entendre finalement, c'est que l'OMS jouerait le jeu des labos qui sont en train de travailler sur le développement d'un vaccin. On se questionne parce que également cautionner une étude telle que celle du Lancet qui a beaucoup de points à redire techniquement et je réinsiste sur le fait que les groupes ne sont pas comparables. Ils sont strictement homogènes et comparables, madame. En fait, je vais vous laisser chez BFM le document où on a réanalysé. On l'a déjà ce document et apparemment, sauf erreur de ma part, Rosine, vous l'avez regardé ce document-là? Oui, on l'a sous les yeux, ça fait 3 jours qu'on ça. Écoutez, vraiment, sur l'âge, sur les besoins en oxygène, ça se joue à 1 ou 2% d'écart. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas mon document, peut-être que vous avez. C'est celui de l'étude, donc je ne vais pas effectivement faire surgir un du chapeau. Je pense que ça fait 3 le document. Je pense qu'on n'arrivera pas à vous faire rejoindre tous les deux. C'est très important d'écouter que la médecine, c'est de la clinique. On examine les patients, on ausculte les patients sur le plan pulmonaire, etc. Quand on fait une analyse juste avec des données informatisées avec des hôpitaux dont on ne connaît pas d'ailleurs Mais les auteurs de l'étude eux-mêmes disent il y a des limites, il faut mener derrière des essais randomisés. On vous donne juste des données et des signaux qui, à notre sens, sont dangereux, c'est tout. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est une base de données de patients avec des atteintes cardiologiques. Non. Si. Non, madame. Mais non. bien sûr que si, parce que quand vous avez vous prenez plus d'un tiers des patients qui ont une hypertension artérielle, vous trouvez que c'est représentatif de la population générale? L'autre mystère, et c'était ma question initiale, c'est comment expliquer la passion autour de
Vous voyez, du plaquenil, de l'hydroxychloroquine. Je vais vous expliquer. Monsieur Chast, vous avez suivi combien de patients atteints de Covid, s'il vous plaît? Aucun. Très bien. Moi, j'aimerais bien que prennent la parole et que vous, les journalistes, vous donniez la parole aux gens qui ont une expérience du suivi. Vous êtes là, je crois. Oui, oui. Mais tout ça pour dire, puisque pour répondre à votre question, pourquoi il y a autant de Mais je connais bien le discussions, médicament. Je connais bien le médicament. Autant de Ce que vous dites, c'est que ceux qui en parlent ne connaissent pas le sujet, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui parlent du SARS-CoV, sans des savoir. traitements, sans avoir examiné un seul malade. Donc ça, c'est quand même très important, parce que quand on donne la parole justement aux gens qui ont suivi les patients et qu'on identifie bien dans quelle phase ils les ont suivis, en phase précoce ou en hospitalisation, là, ils sont légitimes pour parler. Je peux vous garantir que sur ce plateau, on a eu les pros et les antichloroquines pratiquement toutes les semaines. La passion, Jérémy Père à Marseille, est-ce qu'elle y est toujours autour de cet institut du professeur Raoult et de ce médicament? Ce que cela montre, en tout cas, c'est que ce traitement est étudié et testé, même dans de très nombreux endroits, dans tous les continents. C'est le cas aussi en Afrique, où il a été utilisé dans de très nombreux États. Et que pour l'instant, on a toujours, alors qu'il est, aucune certitude sur son efficacité réelle. C'est ça qui est dingue. Alors là, même si vous pensez que c'est efficace et que ça fonctionne. Non, mais c'est important. Mais scientifiquement, il faut quand même dire les choses. Scientifiquement, il faut regarder il y a des doutes. Il faut regarder les études qui sont publiées en phase précoce. Vous avez des études chinoises qui confirment l'intérêt de l'hydroxychloroquine. Mais tout comme des études qui disent le contraire, c'est ça. Oui, mais attendez, parce que le problème, c'est vous dire, si ça marchait vraiment, toutes les études diraient la même chose. On peut penser ça, ou en tout cas une grande majorité des études diraient la même chose. Regarder les études en phase précoce, elles sont très peu contradictoires en phase précoce. Commencez à regarder les études sud-coréennes qui sont en train de sortir. Regardez ce qui s'est passé dans les pays comme le Sénégal ou le Liban. Où il y a énormément de pays où l'État a décidé de systématiquement appliquer ce traitement. Mais avec une population très jeune, avec peut-être un effet du climat. Oui, mais c'est pas pour vous contredire, c'est que encore une fois, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir. Écoutez, si à chaque fois que il y a des arguments qui sont opposés, les populations étaient plus jeunes, etc., effectivement, on n'arrive jamais à pouvoir conclure. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Regardez, il y a le CDC européen, donc le Center for Disease Control européen, qui a publié il y a 2 jours le ratio décès par cas diagnostiqué. La France est totalement en haut. Je ne sais pas si vous avez vu ce document, mais je vous invite à le regarder. Et tous les pays que vous avez en bas, ce sont des pays pour beaucoup qui ont justement pris ce protocole, instauré ce protocole. Mais est-ce qu'on testait, est-ce qu'on diagnostiquait là-bas aussi? Ou qui ont aussi... Pardon? Est-ce qu'on diagnostiquait autant? Est-ce qu'on testait autant? On peut toujours retourner, c'est ça le Je vais vous dire, beaucoup de gens ont dit en Afrique qu'on n'a pas testé, etc. J'ai eu l'info, parce que moi j'appelle les gens au Sénégal, au Togo, etc. Et quelqu'un du Togo m'a dit, vous savez, il y a un milliardaire chinois qui a envoyé 20 000 tests à chaque pays d'Afrique. C'est forcément, probablement intéressé. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai eu, entre autres, une patiente qui a été traitée par le protocole au Togo. Et elle me dit, j'ai eu une PCR à l'inclusion et j'ai même eu une PCR à J7. Je lui ai dit, vous avez bien de la chance au Togo d'avoir des tests parce que nous, à l'époque, on n'en avait pas autant en France et on ne pouvait pas faire de contrôle. Donc c'est important d'aller récupérer les informations sur le terrain. Une certitude ce matin, le débat n'est pas terminé.